FIT. Je présente sur le trauma complexe. La dernière fois, puis je redis quand même que je suis pas une experte, puis moi-même, je me base sur, tu sais, les ressources qui vont être à la fin de la présentation, des formations que j'ai eues ou avec l'expérience à force de travailler avec les ados, puis surtout ceux de la DPJ, là. Parce que je fais aussi de la consultation en GMF, mais en DPJ. Euh, je vais... attendez, il faut que je passe par ici pour avancer. Est-ce que ça avance quand je fais ça? Oui, super. Pas de conflit d'intérêt autre. Je refais toujours la même blague, mais c'est pas une blague, j'aime les patients. Le quiz, bon, on l'avait fait, je vais peut-être passer. Ou dites-moi, là, pour l'équipe ressources, il y a des choses que je devrais refaire. Oui, vas-y. Au moins, l'autre séance, elle avait été enregistrée aussi. Fait que je pense qu'il y en avait qui avaient manqué. Parfait. Ils vont pouvoir aller revoir. Parfait. Puis peut-être, j'avais fait un topo sur l'histoire, là, mais je vais redire rapidement, tu sais, qu'on part de loin, pas en termes de temps, mais en termes de compréhension pour post-Seconde Guerre mondiale, tu sais, on parlait de trauma en termes de névrose de guerre, obusite, mais que si les symptômes perduraient, c'était qu'on était faible psychologiquement, comme si c'est ça, ça appartenait à la personne d'être trop fragile. Puis ça a évolué, donc la vision, puis ça a été beaucoup plus spécifique ou en tout cas restreint plutôt au départ, la vision du trauma pour s'élargir de plus en plus avec des études qui montraient, ben pas qui montraient, mais des questionnements sur, ben en fait, on observe beaucoup plus de symptômes, de répercussions, puis la définition du trauma qui était restreinte à un événement, elle représentait pas les enfants, finalement les adultes aussi, mais victimes de trauma à répétition. Euh, D'où l'idée du trauma complexe. Ça reste une entité qui est encore pas dans le DSM, qui est vague, mais qui, pour moi, mérite absolument d'être prise en considération. Là, c'est régulièrement le diagnostic que je pose. Puis, plus on s'ouvre, plus ça permet en fait de comprendre les patients puis de mieux cibler le traitement. Euh, c'est ça, avec le temps, tu sais, la lunette a changé, là. Puis j'avais dit à ce moment-là, puis je le redis, je le vois dans mes notes, mais tu sais, dans les études, il y avait une étude canadienne des jeunes en 15 ans et plus, là. Avez-vous vécu des traumas, expériences de violence sexuelle, psychologique, négligence? Puis, tu sais, 60% des gens en ont vécu. C'est pas tout le monde qui va avoir un trauma complexe, mais c'est pour dire que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que ça fait partie de l'expérience humaine, malheureusement, puis particulièrement dans les populations qu'on voit. Tu sais, j'en ai parlé souvent à travers les, euh, les cas qu'on a discutés, là. Fait que je vais juste redire la définition, c'est résultat d'expériences interpersonnelles répétées, prolongées par un donneur de soins ou quelqu'un voilà, qui est en charge des soins, de la protection, de l'encadrement de l'enfant ou de l'adolescent, puis qui crée un tort direct à travers des mauvais traitements, abus, négligence, abandon. Puis ça survient à des périodes vulnérables du développement, puis ça affecte significativement la vie par la suite, là. Euh, Ensuite, donc on avait commencé les présentations cliniques, puis là, je vais demander l'aide de l'équipe ressources dans les catégories de répercussions. Est-ce que je passe vite toutes les catégories ou je me rappelle même pas où j'avais arrêté. J'avais parlé de dissociation. Je sais pas, est-ce que c'est mieux que je les fasse vite? Je ne vois pas vos visages. Moi, je pense que oui, on a du temps, si tu te sens à l'aise. Oui. Ben, en fait, c'est peut-être pour dire, là, ces catégories de répercussions-là, ça explique aussi pourquoi c'est dur de s'entendre sur un diagnostic parce que c'est tellement vaste. Mais justement, en voyant à quel point c'est vaste, finalement, on peut se rendre compte qu'il y a pas mal de notre clientèle qui fit dans ce moule-là, malheureusement. Fait qu'il y a 9
catégories de répercussions. Dans d'autres endroits, vous allez voir 7 catégories de séquelles, mais je me suis basée plus sur le livre je vais vous le remontrer, là. Il y en a qui demandaient, tu sais, la ressource est à la fin, là, mais c'est fait par Tristan Milot, Delphine Colin-Vézina, Natacha Godbout, qui sont plus les experts ici, là. Donc, dissociation, évitement, c'est une présentation. En fait, il faut comprendre que quand tu es petit, tu n'as pas d'outils pour gérer les émotions tant que ça, encore moins quand c'est des émotions négatives puis trop intenses, puis que ça dépasse les capacités d'adaptation. Donc, c'est salutaire, c'est sain finalement de se détacher de ce qui se passe quand on n'est pas capable de le gérer. Puis ça permet aussi, finalement, si on a un parent agresseur ou de maintenir une perception positive en s'en détachant, parce qu'on a besoin de voir le parent comme positif parce qu'il prend soin de nous. Et donc, c'est des facteurs aussi, je pense que j'avais donné des exemples l'autre fois, là, par exemple, un jeune qui dit ah, ça m'est arrivé comme un rêve ou le soir, il est entré dans ma chambre, puis je m'étais noté le lendemain matin, ah, je me suis réveillée, c'est tout ce que je me rappelle. Des patients qui sont beaucoup dans la lune, qui manquent de concentration ou incapables de nommer ce qui s'est passé dans leur journée. Euh, je vais faire juste une petite pause pour dire qu'à la fin de la présentation, je pense que vous aurez plus de questions que de réponses. C'est ça, c'est ça qui arrive avec le sujet, mais donc je vais continuer, puis je serai ouverte à toutes les questions, là. C'est un facteur de revictimisation, dont parce qu'on est détaché puis moins à l'affût parfois. Donc, dissociation et évitement. Un autre thème de répercussion, les problèmes relationnels et d'attachement. Évidemment, ils tendent à développer des patrons d'attachement insécurisants. Euh, Entre autres, parce que ça rend une perception, la figure de soin est supposée être la personne qui nous protège, puis ça devient donc très complexe à comprendre si on me réconforte, mais à la fois ça me fait peur ou ça prend pas soin. Fait que c'est des gens qui vont avoir besoin de réassurance parce qu'ils l'ont pas été, mais à la fois à se méfier en lien avec ce besoin de réconfort et cette peur-là qu'ils ont vécu. Puis ça va faire qu'on internalise un modèle négatif du soi parce que on m'a rejeté ou on n'a pas pris soin. Fait que ça doit être que moi, je ne vaux pas la peine. Sinon, on prendrait soin parce que c'est le rôle du parent, c'est de prendre soin. Fait que si moi, on n'a pas pris soin, c'est que je suis indigne. Évidemment, ça a un impact pour toute la vie, mais on y reviendra sur les relations. Ensuite de ça, identité et concept de soi altéré, c'est que dans le fond, tu sais, les jeunes sont tellement occupés à être à l'affût du monde extérieur, se protéger, être hyper vigilant, qu'il n'y a pas d'investissement du monde interne. Donc, apprendre à se connaître, nos limites, qu'est-ce que j'aime pas, c'est quoi mes capacités. Euh, donc, l'identité n'est pas bien construite et peut être une perception négative au niveau identitaire ou parfois faussement positive. Je ne dis pas que tous les narcissiques ont vécu du trauma, le trauma complexe. Par contre, on le voit dans les patients, c'est très, très, ils vont aussi, ça va avec les mensonges, fabulations, là, ils peuvent inventer toutes sortes d'histoires absolument farfelues qui ne tiennent pas, mais ça fait tellement mal se sentir poche au point qu'on se faisait traiter de tous les noms, que ça protège de finalement se voir comme très bon, c'est ça, très meilleur que tout le monde, c'est moins douloureux finalement. Puis donc, on parlait tantôt d'indigne d'amour sans valeur, donc ils vont anticiper d'être rejetés, c'est ça qu'ils méritent finalement. Pas vrai, mais c'est ce qu'ils pensent. Ensuite, dans une catégorie somatisation et physiologie, on a des mécanismes utiles là, de fight or flight. Par contre, dans les contextes où à répétition, on va être exposé à du danger, ben, le mécanisme va se dysréguler. Fait que la production, la sécrétion d'hormones de stress va être altérée. Donc, on va en avoir parfois trop, parfois pas assez.
Ça va même avoir un impact sur le développement du cerveau là, avec une hypo, l'amygdale, l'hippocampe, cortex préfrontal vont être moins développés. Euh, En même temps, il faut faire attention parce que oui, il y a le trauma, mais c'est aussi des gens, malheureusement, qui peuvent être dans des contextes socio-économiques plus fragiles. Fait que l'impact n'est pas toujours clair si c'est franchement que le trauma versus l'ensemble de beaucoup de choses, là. Mais reste que, il y a quand même des liens qui ont été établis. Et ça fait que les réponses au stress ne vont pas être en harmonie avec les situations, dont par exemple des gens qui ont l'air toujours passifs, mous, qu'on n'arrive pas à mobiliser, tu sais, qui ont l'air désinvestis. Des fois, c'est une hyporéactivité euh, qui a été utile dans le temps, puis qui s'est perpétuée, là, finalement, ou dont parce que aussi les mécanismes sont mésadaptés, là. C'est aussi il y a beaucoup plus de troubles psychosomatiques, somatiques là, qui sont diagnostiqués chez les gens qui ont eu des traumas complexes. Puis il y a des présentations plus fréquentes, là, surtout chez les tout petits, là, des maux de ventre, des maux de tête, tout ce qui est en lien avec le corps, les contacts, puis une espèce d'anxiété aux sensations physiques, là, une hypervigilance aux sensations corporelles, j'ai mal au ventre, je suis pas bien, ou une présentation à travers la somatisation. Ensuite, problème cognitif et d'apprentissage, ben, on naît avec un certain potentiel, puis il faut être stimulé, mais si on est négligé, ben, il va y avoir des lacunes. Puis les études montrent qu'il y a vraiment beaucoup de capacités altérées, là. Attention, mémoire, fonction exécutive, contrôle inhibitoire, planification, résolution de problèmes. C'est sûr que c'est des jeunes qui ont des difficultés à s'adapter aux tâches, aux transitions, là, tout ça, aussi en lien avec les fonctions exécutives, mais quand on est occupé dans notre cerveau à être en mode survie ou encore en lien aussi avec l'hypercortisolémie, tout ça, ça a un impact sur les apprentissages parce que, par exemple, si l'hippocampe, qui est la mémoire, puis qui est de l'apprentissage, elle est moins développée, ben, ça aide pas à être à notre plein potentiel au niveau cognitif, là. On va revenir sur la différence TDAH ou pas, mais c'est plus souvent une présentation. Il y a souvent des présentations, ça se présente comme un TDAH, pardon. Puis donc, vous pouvez imaginer des impacts à long terme sur le cheminement scolaire, les emplois, l'estime de soi, ainsi de suite. Un autre aspect de répercussion, régulation émotionnelle. Donc, par exemple, bon, il y a beaucoup d'émotions négatives intenses, puis ça dépasse, comme on a dit un peu dans la dissociation, les habiletés de régulation. Donc, on peut supprimer euh, complètement, on peut se déconnecter, mais quand on se déconnecte, moi, c'est ce que je dis beaucoup aux patients, c'est utile, hein, parce que c'est trop difficile quand on n'a pas les outils pour les affronter, ces émotions-là, mais quand on se déconnecte, c'est pas un mécanisme très précis, donc on se déconnecte aussi du positif, on peut se sentir vide, neutre. C'est fascinant aussi parce qu'ils vont dire je me sens vide, je me sens neutre, mais ça, c'est négatif, mais ils disent non, non, je me sens vide ou neutre, mais je veux pas me sentir vide ou neutre. Euh, Ensuite de ça, qu'est-ce que je dis? Oui, donc une négligence émotionnelle, ça fait, on n'a pas l'occasion là, tu sais, il n'y a pas de modèle ou d'occasion pour apprendre à se réguler. Euh, je reviendrai au tu sais, concept de TSA plus tard, là, mais souvent, moi, je trouve que c'est compliqué à départager parce que les gens vont dire, oui, mais il ne sait pas comment gérer les émotions, mais si tu as pardon, si tu as un parent qui ne sait pas gérer et que tu n'as eu aucun modèle pour apprendre à gérer, ben c'est difficile de le savoir de façon innée, là. Puis, l'alexithymie, c'est le concept de ne pas être capable d'identifier, de nommer des émotions. Tu sais, il manque de mots, ils ne sauront pas qu'est-ce que tu vis, je ne sais pas. En même temps, tu sais, dans le vocabulaire, peut-être qu'il y a d'autres langues que c'est plus précis, mais c'est vrai que dans le vocabulaire, des fois, c'est difficile. Manque de mots même pour dire comment on se sent, mais eux, ils peuvent même pas dire joie, peine, ça devient compliqué, même les trucs de base. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je m'étais mis des notes, là. Ça va être ça.
Ensuite, la compréhension du monde, ben, des jeunes qui vont avoir une vision de l'avenir qui est plus négative. Le monde extérieur, on l'a vécu comme dangereux, puis pas prévisible. Donc, c'est ce à quoi ils vont s'attendre. Ça fait sens dans ce temps-là de manquer confiance ou espoir envers l'avenir et les autres. Euh, Puis même quand ils vont être heureux, ils vont se douter que ça va perdurer. Ou encore, quand il va y avoir quelque chose de positif, ils vont le mettre en échec pour être, c'est parce que c'est connu, ou encore pour être sûr que ça ne soit pas détruit avant qu'eux-mêmes le détruisent, là. Donc, de saboter. Euh, Puis, c'est beaucoup compréhension du monde, c'est la faute de l'extérieur, c'est difficile de s'attribuer une responsabilité aussi à ce moment-là. Comportement dysfonctionnel, on le voit beaucoup à l'adolescence, là, donc des comportements plus explosifs, imprévisibles, exagérés. Des fois, ça va être l'inverse là, de l'inhibition versus l'externalisation, là, donc avoir appris à ne pas réagir, justement, ne pas exprimer quoi que ce soit dans mon comportement. Puis il faut toujours se rappeler, parce que tu sais, ça dérange, là, les troubles de comportement, évidemment, mais tu sais, ça a comme une fonction d'essayer d'avoir du contrôle ou d'apaiser quelque chose ou euh, voilà, de s'adapter au final, là, même si c'est une mauvaise façon. Ensuite, oui, ça peut évoluer vers des comportements agressifs, délinquants, toxicomanie, là, tout ce qui est plus dans la violence ou l'externalisation. Ensuite, la mentalisation. Ça, nous, on essaie de l'utiliser beaucoup, puis c'est une variable, je le mets à la fin, là, mais importante dans le traitement, euh, parce que les défauts de mentalisation, ça se transmet de génération en génération, puis c'est très souffrant, là, un défaut de mentalisation, c'est de ne pas être capable d'identifier, puis de comprendre les causes d'un comportement de quelqu'un, donc les intentions, les états mentaux, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'intérieur de l'autre, qui va expliquer pourquoi quelqu'un agit d'une telle ou telle façon. Tu sais, des fois, c'est aussi simple que si je passe dans le corridor à l'école, puis quelqu'un que je connais me salue pas, ben d'emblée, ils peuvent dire, ben oui, mais c'est clair que c'est parce que elle me trouve conne, puis elle m'haït. Puis si on demande, mais y a-t-il d'autres hypothèses, ils sont comme incapables de faire d'autres hypothèses ou d'extrapoler sur qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur de l'autre. Par exemple, ils viennent d'avoir une mauvaise nouvelle, leur grand-mère a un cancer. Tu sais, ça fait pas de sens. Fait que c'est de pratiquer à faire ces hypothèses-là, puis à exposer qu'est-ce qu'on pense qui peut être en train de se passer à l'intérieur d'eux et de partager ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, voilà. Puis ça amène, tu sais, le sentiment de détresse chronique, mais dans le sens qu'il n'y a jamais de compréhension, il n'y a jamais d'apaisement sur qu'est-ce qui peut se passer, ou en tout cas, les hypothèses sont souvent négatives de par le vécu, fait que on peut pas, c'est pas apaisant de penser que parce qu'elle m'a pas salué, elle me trouve conne, tu sais. Ça, c'est dans le livre. Dans le fond, c'est pour juste montrer à quel point c'est, tu sais, mettons des critères pour être TPL, il y en a 9, puis là, tu peux faire des combinaisons, puis finalement, selon les combinaisons, je pense que le chiffre, il y a 280 façons d'être TPL, mais c'est un peu la même chose, hein. Trauma complexe, si on prend des symptômes d'un peu tout, hein, il y a plein de façons que ce soit exprimé. Fait que je réponds pas plus à qui a un trauma complexe. Ça vient avec le temps, l'expérience, puis de bien le connaître, mais reste que euh, euh, c'est ça, il y a de multiples façons de l'exprimer. Les manifestations, justement, tu sais, il y en a quand même des plus typiques de certains groupes d'âge. On le dit, petit, là, ça peut aller même des retards là, au niveau des développemental, propreté, s'alimenter, développer le langage, l'irritabilité, on a dit l'anxiété de séparation, le sommeil. Le sommeil, ça revient aussi quand même à tout groupe d'âge, là. Âge scolaire, il y a quand même beaucoup de somatisation. Je l'ai comme pas mis. Ah oui, somatisation, régression comportementale, puis déjà le niveau identitaire, le soi, les limites, régulation émotionnelle, c'est pas clair.
Faites-moi penser, à la fin, je ne l'ai pas dans ma présentation, mais on pourra reparler des frontières entre le soi et l'extérieur. À l'adolescence, il y a plus de comportements de passage à l'acte, de comportements autodestructeurs, l'automutilation, les comportements suicidaires, la consommation. Puis là, on se remet on développe plus les relations à l'adolescence, fait qu'on se remet dans des situations de, qui peuvent nous retraumatiser. Ensuite. À l'âge adulte, je l'ai mis parce que on a quand même dans les cas dont on parle, les adultes, puis j'ai pas de bonnes nouvelles, là, donc pour dire que ça tend à persister. Ce qui a été le plus documenté, c'est la régulation émotionnelle, la dissociation, mais tous les aspects se perpétuent malheureusement. Ça fait qu'on est mal ajusté au niveau psychosocial, puis que le fonctionnement global est moindre. Puis il y a une relation très, très claire entre trauma interpersonnel dans l'enfance puis santé mentale à l'âge adulte. Tu sais, moi, je travaille avec des ados, puis c'est fascinant parce que j'ai étudié en psychiatrie, puis là, il y a comme une bible, tu sais, le DSM, puis il y a des critères, mais moi, je travaille à l'âge où les gens, ils rentrent pas dans les cases, les critères, mais ça se développe, puis au final, tu sais, on va finir par mettre ces diagnostics-là, mais avant ça, c'est toutes sortes de symptômes dont on vient juste de parler, mais qui sont pas comme dans un diagnostic précis, puis qu'après, on va dire, on va les mettre dans des cases, là. Euh, c'est sûr que, tu sais, tu vas être plus vulnérable à, mettons que j'ai un événement qui rend triste ou qui rend stressé, ben si toute ma vie j'ai investi le monde extérieur est dangereux, puis j'ai pas de ressources parce que j'ai pas eu le temps de les développer, ben c'est sûr que je vais être plus à risque d'être affectée plus fortement par un événement stressant ou déprimant. Ensuite, là, je n'ai pas de réponse au diagnostic, à comment on différencie le trauma complexe, puis il n'y en a pas là, dans les études, c'est que les choses se chevauchent. Ben, il y en a, on peut faire des évaluations neuropsy, puis encore là, ça ne différencie pas tout le temps très bien, mais euh, les choses se chevauchent. C'est sûr que, tu sais, si on part il y a un TDAH, puis, mais je sais que c'est une maman qui consommait pendant la grossesse, que c'est un milieu instable, un papa violent, tu sais, je vais quand même traiter son TDAH, mais je vais quand même me dire que la source, puis c'est un TDAH qu'on peut se dire affectif, ou en tout cas ouais, peut-être une étiologie différente d'un autre TDAH, là. Puis on disait tantôt, tu sais, ça peut être difficile de différencier parce que quelqu'un peut avoir l'air euh, tu sais, inattentif ou il peut être dans l'évitement parce qu'il a son trauma, fait que ça se recoupe, là. Puis aussi, plus tu as vécu de trauma, plus tu as de risques d'avoir un TDAH, d'être diagnostiqué avec un TDAH. Puis chez les populations qui ont un TDAH, il y a quand même beaucoup plus de trauma rapportés quand on questionne, on fait les études pour questionner les patients à ce sujet-là. Et en plus, la sévérité des symptômes va augmenter. Plus tu as vécu d'événements traumatiques, plus la sévérité est importante. Euh, ensuite. Bon. Euh, ensuite, donc, bon, même chose, trauma complexe versus trouble d'opposition. Le trouble d'opposition, j'identifie ça comme un trouble relationnel là, de toute façon, mais reste que il peut y avoir quand même des différences, tu sais, vouloir éviter quelque chose qui est douloureux. Moi, j'avais là, ça fait un peu plus passif, mais comme de l'opposition passive, mais une jeune qui allait jamais à ses cours de conduite, puis ses parents étaient comme, elle s'oppose tout le temps, on essaye de la mobiliser, elle s'oppose pour que finalement, tu sais, je lui demande de m'expliquer, puis elle avait vécu un trauma, elle a vécu des enjeux d'attachement, tout ça, mais un trauma, là, c'est pas trauma complexe, mais un trauma sexuel dont les parents étaient au courant, puis qui ont minimisé, là, ou en tout cas, tu sais, c'est ça, pas bien accueillie, puis elle y allait pas à ses maudits cours de conduite parce qu'elle s'est fait agresser dans une auto, puis les profs de conduite, c'est toujours des hommes, tu sais, fait que des fois, ben, ça, c'est assez clair, mais pendant un an, on pensait qu'elle s'opposait, puis elle faisait juste chier ses parents, tu sais. Ben, pas moi, là, moi, je l'ai vu à l'hospice, mais ses parents pensaient ça.
Ensuite, tu sais, je pense que ça amène à aussi dire les gens, ils ont une raison de faire ce qu'ils font. C'est plus facile quand ils sont petits à peut-être l'empathie, tu sais, on le sait que ça vient de quelque part, puis à un moment donné, ça devient tannant plus tard, mais il y a toujours une raison, puis c'est un mécanisme pour se protéger en arrière, là. Euh, voilà, ben là, je peux tous les nommer, là, mais si on est déconnecté, puis on a l'air, il y a un détachement parce qu'on n'a pas été investi ou parce que c'est protecteur de se détacher puis de ne pas voir ce qui se passe chez les autres, ben on peut avoir l'air aussi indifférent puis se foutre des autres puis des règles. Puis la même chose, l'irritabilité versus l'hypervigilance, puis toujours penser que les autres sont mal intentionnés ou qui nous veulent, ouais, qui nous veulent du mal. Trauma complexe versus TSA. Euh, Il y a plusieurs choses qui se recoupent. J'ai pas la réponse non plus. Parfois, c'est plus clair. Parfois, tu sais, parfois, il y a un TSA franc. Puis, en fait, c'est intéressant parce que il y a quand même des études qui montrent que les TS, chez les jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, souvent, on va manquer les traumas, on les questionne moins, mais ils sont plus à risque quand même de par leur, le- 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 de par leur ouais, diagnostic de TSA d'en vivre, fait que d'être à l'affût de bien le questionner, mais aussi des fois la différence entre les deux quand c'est plus subtil, c'est pas si clair. Moi, de toute, tu sais, je l'approche en disant que ça m'importe, tu sais, le diagnostic de TSA, s'ils aiment leur diagnostic de TSA, je peux bien le laisser, mais je vais quand même dire, mais on va quand même prendre soin de ce qui s'est passé, puis ou en tout cas des répercussions des traumas, sinon on n'adresse pas la bonne affaire. Puis il y a beaucoup de familles où on va chercher un diagnostic de TSA pour éviter de regarder ce qui s'est passé dans l'enfance, dans le développement. Ce serait plus simple de dire, ah ben, il est né avec quelque chose de neurodéveloppemental, c'est son cerveau, que d'adresser que, ben non, quand on a été négligent, ça a pu créer les séquelles actuelles. La même chose, donc, tu sais, TSA, utilisation répétitive d'objets. Un enfant qui a des souvenirs envahissants va faire un jeu répétitif, puis on peut penser que c'est justement un intérêt restreint du TSA, puis c'est pas la même chose, là. Des crises explosives, tu sais, chez des petits, plein de crises explosives, puis chez les TSA aussi. Fait que c'est dur à différencier, puis je n'ai pas les réponses, mais on peut en discuter après pour aider dans certains cas, là, plus spécifiquement. Euh, Même chose, le TPL versus trauma complexe. C'est pas clair tu sais, c'est différent dans la littérature quand même. Euh, Dans cette étude-là, ce qu'on va surtout dire, c'est peut-être une différence importante, c'est que l'image de soi dans le trauma complexe, elle est négative, versus l'image de soi chez les TPL, elle est plus instable. Fait Trauma, on va plus éviter être déconnecté, puis TPL, on va plus être dans des relations intenses, on-off volatiles. Moi, une des choses que je vois de différente, puis c'est pas scientifique, là, c'est par expérience, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de TPL, évidemment, qui ont vécu du trauma, mais c'est pas un critère. Puis il y a beaucoup de TPL que finalement, c'est du trauma complexe, mais on l'a pas questionné ainsi. Mais il y a quand même une différence dans ce sens où moi, je peux avoir des jeunes qui ont un diagnostic de TPL, puis que c'est clair que ça s'inscrit plutôt, par exemple, une famille où il n'y a pas de trauma dans l'enfance, mais c'est des super performants qui ont toujours dit, ben non, ça va bien aller, ça va bien aller. Puis là, une jeune qui est comme intense et sensible, puis qui se sent pas. Fait que juste par l'invalidation répétée, ce qui n'est pas du trauma, puis de la violence, puis de la négligence, mais par l'invalidation répétée, va développer des traits de personnalité limites. Là, ça, j'en vois régulièrement parce que, dans le fond, à force, là, je donne toujours le même exemple, là, mais si je me fais dire, j'ai un examen la semaine prochaine, je suis vraiment stressée, c'est sûr que je vais couler, puis on me dit, ben non, tu vas pas couler, tu es tellement bonne. Ben, j'intègre, ben voyons, moi je pensais que j'étais stressée, puis là on devient comme mes émotions, c'est clair, c'est pas clair. Puis on se dit aussi, ben voyons, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour comme faire comprendre que j'étais stressée. C'est pas mal intentionné, puis malicieux, ah, je vais le faire plus fort, puis je vais m'automutiler pour leur faire comprendre. Mais
sais, de l'invalidation répétée, puis ça peut amener, évidemment, là, c'est pas juste ça, mais amener à un TPL, puis dans ce cas-là, ben, c'est pas un trauma complexe, tu sais. Mais après ça, ben là, les études nous diront ce qu'il en est pour la suite. Ensuite, les outils d'évaluation, je les présenterai pas, j'ai jusqu'à quel âge? Jusqu'à 13? Je vois pas les... Jusqu'à tout ce que tu veux. OK, mais de toute façon, après outils d'évaluation, là, il y a intervention, puis c'est tout. Dans les outils d'évaluation, merci. Ce qui est recommandé, dans le fond. Oh, pardon? La section intervention est quand même importante. J'ai pas entendu. La section intervention est importante. Est plus importante? C'est important. Oui. Oui, c'est ça. Ben, de toute façon, justement, les outils d'évaluation, je les ai mis là parce que de façon d'anxiété, je voulais les mettre dedans, mais en sachant que je ne les présentais pas parce que je ne suis pas formée pour ces outils spécifiques-là. Je fais un petit aparté pour dire que j'ai un chien qui regarde dehors, puis qui va peut-être se mettre à japper parce qu'il grogne. Lilou, c'est correct. Pardon. Euh, donc, l'évaluation, donc, ce qui est recommandé, c'est d'évaluer tout le monde systématiquement. Chez les intervenants, souvent, il va y avoir comme la crainte de « Ah non, je vais raviver quelque chose, ça va le mettre dans un état... Lilou, c'est correct. Ça va les mettre dans un état pas bien, je devrais pas. Mais au contraire, en fait, c'est souvent une occasion pour les victimes de raconter. Ça nous permet de mieux comprendre puis d'articuler comme il faut. Euh, donc, l'évaluation, ça inclurait, tu sais, toutes sortes de... Il y a des mesures standardisées, des questionnaires, tout ça. Mais là, je vais l'appliquer, tu sais, moi, dans mon... je suis pas formée pour accueillir un trauma pas comme par exemple, mais comme s'il y a une jeune qui a vécu un trauma sexuel dans sa famille, mais je vais faire le signalement, puis il y a quelqu'un qui évalue spécifiquement. Par contre, évidemment, par la nature de mon boulot, j'en accueille souvent, tu sais, des jeunes qui me partagent malheureusement souvent des traumas. Euh, il y a quand même quelques petites pistes, tu sais, ce que je dis après, c'est que c'est important qu'on soit formé pour accueillir les dévoilements, mais en même temps, des fois, ça arrive, puis il faut pas non plus, c'est pire, ça peut être plus dommageable de ne pas accueillir. Euh, et donc, peut-être que ça, c'est moi, là, puis d'autres collègues pourront aussi ajouter, mais euh, je pense qu'il y a des points quand même importants, puis c'est de dire, de un, que d'emblée, je vais dire, ah ben oui, je suis disponible, sache que tu n'es pas obligé de partager ce dont tu es en train de parler, mais moi, je suis à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est correct, je pense, mais de le dire, tu sais, je suis pas à l'aise, par contre, viens, on va trouver quelqu'un ensemble, puis je veux juste m'assurer que ce soit bien fait, parce que ça peut être plus traumatique aussi, ben pas plus que l'événement, mais ça peut être re-traumatique de ne pas accueillir. Puis souvent, en fait, quand les gens commencent à en parler, je vais dire, tu sais, moi, je suis à l'aise que tu m'en parles, mais si tu n'as pas besoin d'en parler, puis là, ils vont se mettre à parler. Mon père, quand j'étais jeune, il faisait toujours telle affaire, blablabla. Puis c'est particulier aussi accueillir recevoir un récit traumatique, là. Souvent, les gens sont déconnectés, puis bon, c'est ça. Une fois que les valves sont ouvertes, des fois, il y a beaucoup de choses qui sortent. Euh, puis, tu sais, il y a des formations pour comment accueillir précisément, mais je pense qu'une chose qu'on peut faire, nous, c'est aussi de ne pas, il y a pas de, faut pas donner de prompt, tu sais, c'est plus des termes, ah, puis après, puis, et ne pas insinuer rien, tu sais, OK, je suis là, je continue à t'écouter, puis, tu sais, des trucs plus généraux comme ça a dû être difficile, c'est correct, là, mais même, faut le moins possible dire ce qu'on pense nous-mêmes. Une chose qui est importante aussi, tu sais, moi je le vois dans mon boulot, là, de faire attention à l'espèce de sensationnalisme, là. C'est peut-être plus dans une équipe, mais on fait notre boulot parce qu'on aime ça aider, on veut faire du bien, puis en même temps, ça fait du bien de se sentir utile, puis de se sentir bon. Fait que la priorité de se rappeler que c'est de prendre soin du patient, puis de pas pouvoir dire, hey, il m'a raconté ça, le patient, là. Moi, ça arrive des fois, comme les intervenants sont
sont pas nécessairement formés, puis là, ils insistent auprès d'un jeune pour comment, oui, mais elle m'a dit qu'il est arrivé quelque chose, fait que je l'ai questionné, puis le but, c'est de rappeler aux jeunes, aux gens, de toute façon, que pour avoir un traitement pour le trauma, puis la thérapie pour le trauma, ils n'ont absolument aucunement besoin de parler du trauma. C'est pas ça qui est le, voyons, le cible principale. Donc, si on veut évaluer s'il y en a, ben, on peut quand même être curieux de ce qui s'est passé dans l'enfance, être curieux quand il nous ouvre une porte, mais on n'a pas besoin de parler du trauma lui-même, là. Euh, Puis de croire les patients tout le temps, c'est la base. Aussi, pour dire que, tu sais, il y a pas de... statistiquement, là, c'est très, 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 très faible, là, les gens qui vont inventer et un trauma, particulièrement des traumas intrafamiliaux, là. Les gens, ils inventent pas. Ou si tu inventes avoir été abusé par ton père, il y a déjà quelque chose de funky parce que dans le schème normal des pensées, moi, ça fait pas partie de mon schème de pouvoir imaginer ça même, tu sais. Fait qu'il faut comme croire les gens, puis après ça, on pourra reparler. Est-ce que des fois, ça arrive que c'est pas vrai? Peu importe. C'est pas notre rôle. Euh, ensuite. Donc, les outils d'évaluation, tout ça pour dire que c'est pas vraiment sur le trauma complexe, c'est souvent plus TSPT. Euh, D'avoir en tête les implications légales, là, tu sais, si c'est des jeunes, les obligations de signalement, peu importe ce qu'on récolte, puis là, tout ce que ça implique, on pourra en reparler, vous avez des questions, parce que des fois, c'est difficile de se positionner. Euh, Puis, il faut aussi s'assurer la procédure, c'est qu'en fait, si les gens, on accueille ça, il faut faire un suivi ou savoir qu'est-ce que ça implique comme impact d'avoir ouvert sur les traumas. Euh, voilà. Puis là, ça va. Euh, ensuite, peu d'outils, j'ai cliqué. Les enfants sont perçus dans les études comme une source fiable de leur expérience traumatique. Puis c'est ce que je vais dire là-dessus, là, parce qu'il y a plein d'outils d'évaluation, tu sais, sur les événements, sur les symptômes liés, puis sur les événements et les symptômes. Puis il y a un outil sur le trauma complexe qui a été développé, puis il y a eu des projets, mais là, j'ai regardé la littérature, puis il n'y avait rien de plus qui a reconfirmé que c'était un modèle validé, là. Après ça, dans les modèles d'intervention, dans le fond, euh, ça, c'est tu sais, des modèles, des approches de psychothérapie qui sont donc... oh, Seigneur. Ça donne qu'il y a comme une voiture à l'avant qui n'arrête pas de entrer-sortir, pardon. Euh, Les thérapies cognitivo-comportementales axées sur le trauma sont celles qui peut-être que vous avez le plus entendu parler, mais tout ce qui est les approches ici, c'est qu'il faut quand même être formé, là. Donc, c'est spécifique au trauma. Je ne passerai pas nécessairement plein de temps parce que je sais que c'est ça que les gens veulent savoir comment on intervient. Puis, dans moi, ma façon d'intervenir, tu sais, je ne suis pas formée en thérapie spécifique. Puis, il y a peut-être des gens qui le sont dans vos milieux, mais en même temps, tu sais, par exemple, un doc en psycho, là, même à la fin, tu n'es pas formé dans toutes les formes de psychothérapie spécifiques qu'il faut aller se former davantage. Fait que, euh, reste que c'est des approches systémiques, puis comme on a dit tantôt, le trauma, puis revenir sur le trauma lui-même, c'est jamais l'aspect principal, c'est avant tout de s'assurer que le patient peut être apaisé, s'apaiser, comprendre, avoir des skills de régulation émotionnelle, de régulation des relations. Voilà. C'est la même chose dans le STAIR, là, Skills Training in Effective and Interpersonal Regulation, Interpersonal Regulation. Puis il y en a un pour ados aussi. Ça le dit dans le titre, là, c'est la régulation d'émotions, puis quand ils ne sont pas assez disponibles, mais on va toujours faire ça dans les modèles d'intervention. On va toujours préparer la personne à être capable d'accueillir des émotions difficiles, parce que si on veut en se rendre à parler du trauma, ben, il faut d'abord être outillé pour les moins gros stresseurs et la vie comme telle.
Euh, donc, c'est modèle traitement intégratif du trauma complexe qui suit vraiment le patient. Il n'y a pas de limite de temps, puis on va s'adapter complètement puisque c'est très hétérogène à la présentation du jeune lui-même. Puis, il y a toujours encore l'aspect dont on va impliquer famille euh, dans les interventions. Euh, les aspects. Oups. Ça, c'est le modèle que moi, je connais un petit peu plus parce que c'est celui qui est implanté dans des milieux de la DPJ. C'est celui que Delphine Colin-Vézina présente. Ça a été développé aux États-Unis, mais il y a eu des projets au Québec là, de l'implanter dans les centres jeunesse. Moi, j'aime bien tout ce qui est systémique. Pas que, pas- Évidemment, les autres aussi, il y a un aspect qui n'est pas que le jeune, mais de le voir comme l'ensemble du réseau de la santé, finalement, ou des intervenants à la DPJ. Donc, attachement, régulation des affects et compétences, le modèle ARC. Puis c'est intéressant parce que les modèles systémiques, parce que, tu sais, la résilience, dans le fond, c'est aussi de le voir que c'est pas que du courage interne, c'est un processus où tout notre univers, ben pas tout, mais notre univers social, mettons, nous donne les opportunités d'avoir accès à nos habiletés et nos ressources. C'est sûr que je peux naître courageux, mais si on me traite de parasite et de toute mon enfance, ben je vais moins développer de résilience parce qu'on ne m'aura pas donné l'opportunité d'avoir accès à ce courage-là. Tu sais. Euh, donc, le modèle ARC, je vais plus vous le présenter. Dans le fond, c'est de le voir comme une maison avec un sous-sol où les institutions sont donc connaissent c'est quoi le trauma complexe, s'engagent dans le traitement, puis où on va mettre une base de sécurité affective et physiologique avec routine, rythme et quelque chose de très constant pour les enfants. Puis, dans le fond, la base, c'est les adultes et le système et de développer chez les intervenants eux-mêmes une bonne gestion de leurs affects, euh, eux-mêmes développer comment on répond avec empathie de façon syntonne, d'être sur la même longueur d'onde, de développer qu'on est en lien, on respecte l'initiative puis de l'un et de l'autre. Fait que développer le lien, la sécurité, la confiance. Puis après ça, c'est pour les jeunes d'identifier, moduler sainement et même exprimer sainement leurs émotions. Ben, c'est pas puis parce qu'on développe aussi en parallèle les compétences, donc de, de mettre l'emphase sur les compétences des jeunes et le développement de leur identité, puis des apprentissages. Puis ça montre aussi, tu sais, tout ce qui est punitif, là, ça marche pas. Ben, on prend en débattre, là, mais c'est pas ça qui est à prioriser. Euh, Finalement, ça, c'est peut-être le plus important parce que c'est dur de mettre en place quelque chose quand on est tout seul, on est intéressé, mais c'est dans nos institutions, c'est des monstres à mobiliser. Donc, pas des approches spécifiques au trauma, comme on vient de voir, mais bien des pratiques sensibles au trauma. Puis ça, je trouve que c'est ce qu'on peut tous faire. Donc, ça s'applique à toutes les formes de services, toutes les clientèles, que ce soit, tu sais, moi, mes patients hospitalisés ou des élèves d'une école ou la population en général, n'importe qui consulte pour un problème de santé mentale, ça peut s'appliquer. Fait que l'idée, c'est que nos institutions soient préoccupées par les traumas psychologiques en se rappelant, comme on a dit tantôt, que la majorité des humains en ont vécu. Pas tout le monde a un trauma complexe, mais tout le monde, tu sais, beaucoup de gens ont vécu des traumas relationnels. Donc, de le penser, d'avoir une éthique, une réflexion éthique par rapport à ça pour élaborer nos politiques, l'organisation, puis la délivrance des services. Puis les étapes, ben pas les étapes, mais les aspects, c'est de réaliser l'importance que ça a, puis qu'il y a une prévalence importante dans la population. Reconnaître quand et comment ça se manifeste, là, ce dont on a parlé tantôt, puis répondre de façon adaptée, là, offrir des services qui vont selon les principes de ces pratiques-là dont on a parlé.
Puis résister, mais éviter de retraumatiser, hein. On peut beaucoup retraumatiser dans nos systèmes, la DPJ, puis c'est pas, c'est comme naturel, là, si on veut. Le système de santé aussi retraumatise beaucoup, beaucoup. Fait que c'est de s'assurer d'avoir une réflexion pour la sécurité physique et affective de nos patients, puis de reconnaître qu'ils ont des enjeux relationnels, ça a un impact sur nous, on peut être à risque nous-mêmes de les rejeter, puis de retraumatiser, puis donc de l'avoir dans notre réflexion, puis dans nos processus entre nous. Voilà, je pense que c'est tout. Ben là, ça, c'était les réponses que c'était les donneurs de soins qui correspondaient à une définition de trauma complexe, ben les figures de soins. Puis toutes les réponses, ça se présente de toutes les façons possibles et inimaginables. Voilà. C'est le résumé rapide là, de qu'est-ce qui est un trauma complexe. Plusieurs présentations cliniques, plusieurs façons de l'évaluer, mais d'être sensible à l'avoir en tête puis de l'accueillir, puis de l'approche plus systémique, puis qui s'appuie sur les compétences, le développement de compétences, c'est le plus important. Voilà. Céline. Merci. Désolée pour mon chien. Ça arrive jamais dans mes rencontres. On l'entendait pas. Ah non? L'ordinateur fait bien la gestion du son. Voilà. Est-ce que tu arrêtes le page pour qu'on puisse te voir? Ah oui, oui, oui. Comment je fais ça?